La dernière partie de cette journée consacrée un peu au bilan, donc je vais donner immédiatement la parole à François-Julien Laferrière, qui va nous répondre à une question de savoir si effectivement les actions du GISTI ont fait évoluer le droit des étrangers, étant entendu que lui-même a contribué largement à l'existence de ces arrêts, plus dans le passé qu'aujourd'hui. Bien, merci. Alors, je ne sais pas ce qu'il me reste à dire parce que il a déjà été dit énormément de choses sur l'impact des actions contentieuses du GISTI sur le droit des étrangers. Je voudrais dire juste deux petites choses avant de commencer qui n'ont rien à voir avec mon sujet, mais qui ont à voir avec ce qui a été traité ou avec l'esprit de ce colloque. Première chose, c'est pas pour me faire mousser, mais hier j'étais à un colloque intitulé L'étranger face au droit à Louvain-la-Neuve. Et demain, si les pilotes d'Air France le veulent bien, je prends l'avion, j'espère, il ne faut pas faire de mauvais esprit, pour aller à Almeria, où il y a également un colloque, cette fois-ci, ce qui change un petit peu, sur le statut des immigrés espagnols en France au XXe siècle. Donc ça montre bien quand même que ce problème du statut de l'étranger est un problème qui passionne les juristes partout. Et ça, c'est important, c'est nouveau, parce que je dois dire que dans une première partie de ma carrière universitaire, le fait d'être spécialisé en droit des étrangers, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas dû me favoriser considérablement. La deuxième chose, c'est dans la lignée de ce qui a été la table ronde, pas très ronde, entre Gérard Moreau et Yannick Blanc à propos des circulaires et des annulations de circulaires. Je me souviens que peu de temps après que le Conseil d'État eut annulé les circulaires Marcellin-Fontanet, je suis allé me rendre à la préfecture de Créteil, qui était déjà célèbre à l'époque. Donc c'était au milieu des années 70, vous voyez. Et oui, j'ai ramené ça de Louvain. Donc j'étais allé accompagner un ami argentin qui avait eu des difficultés pour obtenir un titre de séjour. On lui avait opposé les circulaires Marcellin-Fontanet. Là-dessus, l'arrêt intervient, et donc je lui dis, bon, ben, on va retourner à la préfecture avec l'arrêt du Conseil d'État. Et évidemment, au guichet, un arrêt du Conseil d'État, je ne suis pas sûr qu'il savait ce que c'était. Donc, je demande à taper un peu plus haut, c'est-à-dire à avoir le chef du service du bureau des étrangers, qui était une chef du bureau des étrangers, et qui m'a dit moi, pour l'instant, je ne reviendrai pas sur la décision qui a été prise, car nous n'avons pas reçu de circulaire pour savoir comment appliquer l'arrêt du Conseil d'État. Ça me paraît effectivement d'une logique parfaite, maintenant qu'on nous a expliqué comment ça fonctionnait. Et puis quelques minutes après, quand elle a aperçu que je continuais à discuter, elle m'a dit, mais au fait, vous êtes français? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, dehors, ici, c'est le service des étrangers. Non, le pire, c'est que c'est vrai, hein. Donc, l'impact des arrêts GISTI sur le ou les droits des étrangers. Alors, on a tous pu constater aujourd'hui que le GISTI a fondé une grande partie de son action sur le contentieux, et en particulier sur le contentieux administratif. D'ailleurs, j'ai été heureux de revoir dans la farde, comme disent les Belges, qui nous a été distribuée aujourd'hui, qu'il y a à nouveau cette page « Qu'est-ce que le GISTI ?» et qui commence « Le GISTI est né en 1972 de la rencontre, etc. etc. » Et le deuxième paragraphe, le GISTI s'efforce de répondre sur le terrain du droit aux besoins des immigrés et des associations qui les soutiennent. Et je crois que cette insistance, ce n'est pas le moyen unique, et on l'a vu ce matin avec les premiers pas du GISTI, mais je crois que c'est une des spécificités, une des caractéristiques du GISTI, au moins ça l'a été pendant longtemps, de faire du combat juridique son arme essentielle. Alors, je constate d'ailleurs que cette caractéristique du GISTI se retrouve puisqu'il est le seul requérant qui puisse s'enorgueillir d'avoir donné son nom à deux grands arrêts
du Conseil d'État. Si vous lisez la liste, je crois qu'il y en a 118 dans la dernière édition du Gaja, il y a 117 requérants différents, puisqu'il y a deux grands arrégistis, celui de 1978 et celui de 1990. Alors, puisque le sujet, c'est l'impact des arrégistis sur le droit des étrangers ou sur les droits des étrangers, je ne me suis pas trop cassé, je dois dire. J'ai fait une première partie sur l'impact sur le droit des étrangers et une deuxième partie sur l'impact sur les droits des étrangers. Cela dit, je me suis aperçu, mais c'était trop tard, que le plan était mauvais, parce que finalement, il y a beaucoup de choses en commun, impact sur le et impact sur les droits des étrangers. Mais enfin, comme la plupart des choses que je voulais dire l'ont déjà été, finalement, ça n'est pas trop grave et j'essaierai de faire un petit peu une remise en perspective, qui sera ma perspective, qui n'est pas forcément la bonne, de la jurisprudence Gisti, donc qui a maintenant 30 ans. Quoique, le premier arrêt, Ferrandis-Gil Ortega, est un arrêt absolument fondamental, et je suis convaincu, on en parlait d'ailleurs avec Philippe Vaquet pendant le déjeuner, qu'il est quand même, me semble-t-il, l'amorce du mouvement qui va conduire au référé administratif. D'abord, il va contraindre à abroger la disposition législative qui interdit aux tribunaux administratifs de prononcer le sursis quand la décision concerne l'ordre public. Et puis ensuite, vu les insuffisances de la procédure de sursis à exécution, dont d'ailleurs les membres des juridictions administratives tiennent à souligner, et je pense que Ronnie Abraham ne me mentira pas, ou alors il y aurait eu un changement de doctrine au Conseil d'État, que le sursis à exécution n'était pas une procédure d'urgence, et finalement le référé, du moins le référé suspension et le référé liberté, entrés en vigueur en 2001, constituent les premières procédures d'urgence à vocation générale dans le contentieux administratif. C'est quelque chose de très important, ça me semble avoir été annoncé dès 1974. Alors, quel impact sur le droit des étrangers ? Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je pense qu'il faut commencer par le grand arrêt Gisti de 1978 et de sa contribution à la théorie des principes généraux du droit. La question qui était posée, ou du moins la solution donnée par le Conseil d'État, porte sur l'applicabilité directe du préambule de 1946. Le Conseil d'État tire de ce préambule le principe général du droit de mener une vie familiale normale. Alors je trouve que cet arrêt est très intéressant, d'abord par lui-même et par tout ce qu'il a permis ensuite, mais également par sa suite, c'est-à-dire sa reprise dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui en a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est quelque chose, non, pardon, qui en a fait un principe de valeur constitutionnelle. Mais je constate par ailleurs que le Conseil constitutionnel, depuis le milieu des années 90, après la décision de 93, dans des décisions ultérieures, hésite dans la terminologie, soit entre le droit de mener une vie familiale normale, soit le droit au respect de la vie familiale, expression qu'il emprunte directement à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est intéressant parce que je pense que ça n'est pas totalement innocent, que ce n'est pas une erreur de plume ou de la part des rédacteurs des décisions du Conseil constitutionnel, et qu'il y a là vraiment une sorte d'absorption du droit de la Convention européenne par la juridiction constitutionnelle. Il ne faut pas, par ailleurs, oublier que l'arrêt Gisti de 1978 lui-même a été rendu
4 ans après la ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme, et que cette ratification a sans doute facilité le travail du Conseil d'État pour reconnaître un principe général du droit de mener une vie familiale normale. Ça n'est qu'en 81 que le droit de requête individuel a été reconnu, mais la Convention avait été ratifiée dès 1974, et ce qui n'est pas très glorieux pour la France, vous le savez sans doute, elle a été ratifiée par un président de la République par intérim. Je trouve également intéressant dans cet arrêt Gisti de 1978 qu'il admette l'applicabilité directe de l'alinéa du préambule de 1946 qui était en question, alors que 9 ans plus tard, il refusera, en s'alignant d'ailleurs sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui datait de 80 et qui avait été confirmée en 86, il refuse l'applicabilité directe de l'alinéa 4 du préambule relatif au droit d'asile, en estimant que cet alinéa est insuffisamment précis. Alors là, il me semble qu'il y a une évolution jurisprudentielle et que si le Conseil d'État n'avait pas été saisi pour se prononcer en 78, il n'aurait peut-être pas rendu la régistie. Parce que l'alinéa sur lequel il se fonde en 1978 n'est pas plus précis que l'alinéa 4 qui dispose simplement que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. On ne peut pas dire que ce soit totalement normatif. Donc, le Gisti a eu de la chance de saisir le Conseil d'État au bon moment, pourrait-on peut-être dire. Le deuxième grand arrêt, c'est l'arrêt de 1990, celui par lequel le Conseil d'État s'estime compétent pour interpréter lui-même les conventions internationales, alors que jusqu'alors, il renvoyait à titre préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour lui demander quelle interprétation il fallait donner au texte. Il faut dire que la Cour européenne des droits de l'homme était alors saisie d'une affaire dans laquelle on savait qu'il y aurait probablement condamnation de la France pour violation de l'article 6 de la Convention relatif au droit au procès équitable, dans la mesure où cela revenait à faire du ministre qui fait partie du gouvernement et qui, par conséquent, est directement intéressé dans les recours qui sont dirigés contre des actes réglementaires du gouvernement. Donc cela revenait à faire de lui à la fois un participant à la fonction de juger et une partie. Cela étant, il faut relativiser la portée de cet arrêt de 1990, puisque selon sa technique habituelle, et celle qu'on avait retrouvée ce matin dans la référendis, le Conseil d'État ne va pas en faire une application positive immédiate. Il va recueillir les observations du ministre des Affaires étrangères et il va retenir cette interprétation qui lui est donnée comme étant la bonne pour l'application de l'accord franco-algérien. Mais il est intéressant également de noter que ce deuxième grand arrêt va avoir quand même l'avantage de sortir le Conseil d'État de la tutelle du ministère des Affaires étrangères quand est en cause l'interprétation d'une convention, et par la suite, il en a fait des applications positives. Et par ailleurs, de nous mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui quelquefois a été à la fois long et difficile. D'autre part, après le Conseil d'État, la Cour de cassation s'est elle-même reconnue compétente pour interpréter toute seule comme une grande les conventions internationales.
On a tendance à oublier que le Conseil d'État n'avait jamais renvoyé au ministre des Affaires étrangères, par exemple, pour l'interprétation de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Celle-là, il estimait qu'elle était toujours très claire et qu'il n'y avait pas besoin de demander au Conseil d'État, au ministre des Affaires étrangères. Je pense que Rony Abraham est bien placé pour savoir que la clarté de la Convention de Genève, elle est quelquefois sujette à discussion au moins. Mais là, il n'y avait pas de renvoi. Alors maintenant, voyons les petits arrêts. Puisqu'il y a 2 grands arrêts, c'est bien que les autres, ce sont 2 petits arrêts. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, parce que j'ai déjà mangé bien la moitié de mon temps. Il me reste 5 minutes, comme ça, au moins. La partie que je n'avais pas préparée, ça pourrait aller plus vite. Alors, moi, je vois 2 arrêts principaux, 2 apports principaux des arrêts Gisti au droit des étrangers. D'abord, on en a longuement parlé, donc je n'y reviens pas, c'est le régime des circulaires. Il faut dire que cette partie de la jurisprudence Gisti est un petit peu dépassée depuis la jurisprudence du Vinière dont nous a parlé le président Genevois ce matin, qui modifie les conditions de recevabilité relatives des recours dirigés contre les circulaires. Le Gisti a de façon très importante contribué par les arrêts da Silva de 75, par l'arrêt Gisti de 80 sur les régularisations, par un autre arrêt Gisti de 1985 sur la circulaire Defer dont Daniel nous a parlé ce matin, etc. etc. Le Gisti a largement contribué à la définition par le Conseil d'État de la distinction entre les circulaires interprétatives, d'une part, et les circulaires réglementaires, de l'autre. Cela étant, et je reprendrai un petit peu ce qui a été dans l'esprit de l'intervention de Jean-Michel Bélorgey tout à l'heure, le Conseil d'État n'a peut-être pas toujours été jusqu'au bout de sa logique, dans la mesure où on peut trouver parfois qu'il a été extrêmement généreux pour l'administration en estimant qu'une circulaire était purement interprétative, alors qu'en réalité, on pouvait lui trouver des aspects très nettement réglementaires. Mais on peut presque dire que cette partie de la jurisprudence est dépassée. Il reste toutefois la censure qu'a faite de façon assez fréquente le Conseil d'État, toujours quand il était saisi de circulaires, des dispositions qui n'ont pas ajouté à la législation ou à la réglementation applicable, mais qui contredisaient la législation ou la réglementation en question. Le deuxième point sur lequel ces arrêts ont eu un apport qui me semble évident et important, on l'a également dit ce matin, c'est Serge Slama si je ne me trompe, c'est sur le principe d'égalité et de non-discrimination. Et je ne vais pas m'étendre, puisque sans ça, je vais me faire assassiner, enfin assassiner, j'espère pas, mais foudroyer par la présidente de séance. Je crois qu'il y a là deux terrains intéressants quant au principe d'égalité. C'est d'une part l'affirmation de l'égalité entre étrangers et nationaux, et d'autre part l'affirmation de l'égalité entre étrangers. Et je pense par exemple au regroupement familial pour les étudiants. Cela étant, le principe d'égalité, comme vous le savez, n'est pas un principe absolu, mais un principe relatif. Et par conséquent, dès qu'il y a différence de situation, il y a possibilité de différence, voire obligation de différence de traitement, à condition que la différence de traitement soit en rapport et en proportion avec la différence de situation. Si ça n'était pas le cas, il n'y aurait pas de droit des étrangers. Et on a un principe constitutionnel qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel à de très nombreuses reprises, notamment en matière de police des étrangers, droit à l'entrée, droit au séjour et
peut pas dire droit à l'éloignement, mais droit de l'éloignement, les étrangers sont placés dans une situation différente des nationaux et par conséquent, le législateur peut édicter à leur égard des mesures de police qu'il ne pourrait pas édicter à l'égard des nationaux. Je passe vite. Alors, le deuxième aspect, c'est l'impact sur les droits des étrangers. Cet impact, il peut être positif et il peut être négatif. Impact positif, c'est-à-dire quand les arrêts Gisti apportent des garanties aux étrangers, alors qu'au contraire, les aspects négatifs, c'est quand il y a régression, restriction de ces garanties. Les domaines dans lesquels cet impact peut se faire sentir sont extrêmement nombreux. Les techniques utilisées le sont aussi. Alors, il y a des succès, je pense par exemple en matière de liberté individuelle, droit au séjour, protection sociale, etc., etc. On en a parlé à plusieurs reprises, je pourrais aller vite. Il y a aussi des échecs. On l'a dit et on peut le redire rapidement. Je pense par exemple à l'inapplicabilité directe de certains articles de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le Conseil d'État n'a tout de même jamais été, comme la Cour de cassation, jusqu'à dire que l'ensemble de cette convention était inapplicable directement. Il y a la circulaire sur l'inscription des étudiants irakiens considérée comme un acte de gouvernement. La notion d'acte de gouvernement dont on avait prédit la mort quand même, me semble-t-il, a dans le dernier quart du XXe siècle fait une résurrection relativement spectaculaire. Il y a les décisions du Conseil d'État qui interviennent tardivement. On a l'impression parfois, je vais employer un terme un peu trivial, vous me le pardonnerez, que le Conseil d'État ne veut pas trop se mouiller et qu'il attend que l'acte réglementaire ait produit tous ses effets, par exemple parce qu'il y a changement de législation, parce qu'il y a eu remplacement d'un règlement par un autre, etc., etc. Donc, pour rendre sa décision, ça s'est produit à plusieurs reprises, on l'a dit ce matin, et ça n'est peut-être pas la peine d'y revenir. Je pensais parler également, mais ça a été dit longuement, à ce que moi j'appelais, et là je me situe, semble-t-il, hors du consensus général qui s'est dégagé depuis ce matin, parce que je ne parle pas de venin, mais je parlais d'interprétation neutralisante, ce qui revient à peu près au même, hein, mais je n'avais pas pensé au venin. Donc on a là toute une série de techniques qui vont permettre aux juges administratifs de moduler en quelque sorte les garanties qu'ils estiment devoir apporter aux étrangers sans forcément donner totalement raison à l'administration ni donner totalement tort aux requérants. Là, il faut reconnaître que quand il s'agit de faire ce genre d'exercice, le Conseil d'État est assez fort et que la gymnastique intellectuelle qui lui permet d'arriver à de tels résultats, en général, fonctionne très bien. Alors, juste deux, trois petits points. Je crois qu'il y a des impacts. Je ne parlerai pas des impacts négatifs parce qu'après tout, on est dans la célébration du 30e anniversaire. Il faut voir ce qui a bien marché. Le reste, ça pourrait être de l'autocritique ultérieure. Hein. Alors, sur les impacts positifs, évidemment, la consécration même du droit à la vie familiale normale, droit au regroupement familial. On a vu qu'il y avait eu des ratés, mais il y a eu aussi des décisions très positives, et je pense notamment à l'arrêt dans lequel le Conseil d'État était intervenant de 1996 à Gilly. Il y en a d'autres, hein, mais on les a déjà cités. En matière de liberté individuelle et de liberté de mouvement, il y a eu la bataille dure, mais qui a abouti sur les visas de sortie.
Il y a eu aussi la bataille gagnée d'avance, mais enfin, après tout, ça valait la peine de la tenter, même si la victoire a été tardive, la circulaire de Fer qui inversait, si l'on peut dire, la charge de la preuve en matière de bénéfice du délai d'un jour franc. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est que l'auteur de la circulaire était l'auteur du projet de loi que la circulaire venait totalement violer. Il y a eu aussi des succès dans le régime des zones d'attente, et notamment avec les arrêts de la Cour de cassation. Alors là, je déborde un peu. Enfin, c'est un arrêt Gisti, après tout, même s'il ne porte pas le nom de Gisti. Je pense à la série des arrêts de juin 95, Bechta et autres, etc., etc. Avec tout de même une limite. Oh, puis tant pis, je finirai par là, même si je n'ai pas fini mon exposé. Avec une limite tout de même dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui me paraît absolument fondamentale, qui est celle que si le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la procédure qui a conduit à l'interpellation permettant de placer en rétention. En revanche, le juge judiciaire n'est pas compétent pour vérifier la légalité de la décision de placement en rétention, ce qui fait que le juge judiciaire peut prolonger une rétention illégale. Pour un juge de la liberté, ça me paraît quand même une limite de compétence extrêmement importante. Donc voilà, j'avais aussi sur la liberté d'expression avec l'affaire Ekin. Alors évidemment, là on est arrivé à un résultat qui a été peut-être un petit peu tard, mais qui a été vraiment spectaculaire, puisque ici on a obtenu une satisfaction totale dans la mesure où le régime dérogatoire des publications étrangères a complètement disparu. Merci.